Dans l'univers feutré des grands domaines vinicoles, Sophie Dubois était une énigme. Arrogante, capricieuse, mais indéniablement brillante, elle incarnait à la perfection la nouvelle génération des héritiers modernes, indomptable et insensible aux traditions familiales. Pourtant, ce masque de froideur dissimulait une vérité bien plus complexe. Sophie n'était pas seulement la fille de Monsieur Antoine Dubois, magnate respecté de la viticulture française. Elle était aussi une femme en lutte contre des chaînes invisibles, celles imposées par un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. Et dans cet univers, où chaque sourire dissimulait une stratégie, chaque geste une intention, la présence d'un homme comme Marc Lefebvre allait tout bouleverser. Marc, lui, n'était pas du monde de Sophie. Ancien membre du GIGN, il portait sur son visage les cicatrices invisibles de ceux qui ont affronté l'inimaginable. C'était un homme de principe, de devoir, mais aussi de silence. Recruté par M. Dubois pour protéger sa fille après des menaces liées à des querelles commerciales, il n'avait accepté qu'à contre-cœur, pas pour l'argent, mais par une dette personnelle envers cet homme qui l'avait aidé à reconstruire sa vie après une blessure qui avait mis fin brutalement à sa carrière dans les forces spéciales. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point cette mission allait tester non seulement son endurance, mais aussi sa résilience émotionnelle. Leur premier contact fut une collision de volonté. Sophie, outrée par l'idée d'un garde du corps, avait immédiatement cherché à s'en débarrasser. Dans sa voix résonnait une fierté acérée, presque une défiance calculée. Elle refusait d'être surveillée, contrôlée, protégée. Pour elle, Marc n'était qu'un intrus, un rappel constant de sa vulnérabilité. Mais Marc, stoïque, avait accepté ses provocations sans broncher. Il savait que dans son métier, la patience était une arme aussi puissante que la force. Pourtant, chaque regard glacé, chaque ordre cinglant de Sophie l'atteignait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement une mission, c'était un affrontement entre deux âmes blessées. Les Galeries Lafayette, ce sanctuaire du luxe parisien, furent le théâtre d'un de leurs nombreux affrontements. Sophie, vêtue avec une élégance qui semblait défier le quotidien, essayait désespérément de semer Marc dans la foule. Mais lui, comme une ombre fidèle, restait à distance, anticipant chaque mouvement. Cette scène, banale pour les spectateurs autour, était en réalité un champ de bataille silencieux. Sophie ne cherchait pas seulement à échapper à Marc, elle cherchait à prouver qu'elle contrôlait encore une partie de sa vie, aussi minuscule soit-elle. Et Marc, inébranlable, accomplissait son devoir tout en essayant de comprendre cette femme qui semblait fuir quelque chose de bien plus profond que sa propre protection. Antoine Dubois, de son côté, observait cette dynamique avec une pointe d'inquiétude. Il connaissait sa fille mieux que quiconque. Il savait que son mépris n'était qu'une façade, une manière de masquer une solitude qu'elle refusait d'admettre. Alors, dans un geste rare, il convoqua Marc pour une conversation privée. Le ton de sa voix, habituellement autoritaire, était empreint d'une sincérité inhabituelle lorsqu'il augmenta le salaire du garde du corps, presque comme une récompense pour son endurance face à l'indomptable Sophie. Mais derrière cette reconnaissance se cachait une vérité non dite. Antoine espérait secrètement que Marc pourrait voir au-delà de la carapace de sa fille et briser les murs qu'elle avait si méticuleusement construits. Dans le cercle professionnel de Marc, ses collègues Pierre et Jean, eux, trouvèrent cette mission presque divertissante. Ils plaisantaient sur les défis de supporter une femme comme Sophie et, dans un éclat de rire, évoquaient de même la possibilité d'une romance entre le garde du corps et l'héritière. Mais pour Marc, ces idées étaient absurdes. Il rejetait fermement toute notion de sentiment, convaincu que son rôle devait rester strictement professionnel. Pourtant, dans un coin reculé de son esprit, une petite voix commençait à douter. Était-il possible qu'au-delà de son devoir, il ressente quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter? Un matin, pourtant, ce stoïcisme fut ébranlé. Marc, habituellement ponctuel, se réveilla avec un mal de tête lancinant, causé par une nuit d'insomnie. En arrivant en retard, il fut accueilli par une Sophie furieuse, sa colère éruptive dévoilant une frustration qui dépassait largement le simple retard de son garde du corps. Elle le menaça de le renvoyer, ses paroles pleines de venin, mais quelque chose dans son regard trahissait une émotion plus complexe. Peut-être était-ce du désarroi, peut-être même une peur qu'elle ne comprenait pas encore elle-même. L'arrivée d'Étienne au restaurant de Sophie fut le catalyseur d'une nouvelle tension. Étienne, avec son charme impeccable et ses intentions troubles, représentait tout ce que Sophie prétendait désirer. La stabilité, la validation sociale, une certaine normalité. Mais Marc, observant dans l'ombre, sentait l'artifice de cet homme. Lorsqu'Étienne tenta de se rapprocher de Sophie, Marc intervint, sa présence imposante brisant l'illusion d'une scène romantique. Ce moment, bien qu'empreint de conflit, révéla une chose. Marc n'était pas seulement un protecteur. Il était un observateur, un homme qui voyait au-delà des apparences.
Mais Sophie, aveuglée par sa fierté, prit une décision impulsive. Dans un accès de colère, elle renvoya Marc, ignorant à quel point cet acte allait bouleverser leur futur. Alors que Marc quittait sa mission et retournait à son modeste appartement, il se réfugia dans la compagnie de Juliette, sa sœur, dont la joie innocente et le sourire fragile étaient son seul répit dans un monde rempli de complications. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Sophie, pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, avait choisi ce jour pour le suivre discrètement, observant cette scène avec une curiosité mêlée de remords. Et dans ce moment de vulnérabilité partagée, les destins de Marc et Sophie s'entremêlaient davantage, dans une histoire qui ne faisait que commencer. Dans un entrepôt obscur et délabré à Lyon, l'air était lourd, chargé d'une tension presque palpable. Sophie Dubois, habituellement si sûre d'elle, si maîtrisée, était maintenant confrontée à une peur qu'elle n'avait jamais connue. Étienne, l'homme qui autrefois l'avait courtisée avec une fausse douceur, avait révélé sa véritable nature. Un homme consumé par l'obsession et la jalousie. Chaque minute passée dans cet endroit sinistre semblait étirer le temps, rendant son isolement encore plus insupportable. Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir persistait, fragile mais tenace. Et cet espoir portait un nom, Marc Lefebvre. Marc, de son côté, avançait dans cette mission avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque pas le rapprochait non seulement de Sophie, mais aussi de la confrontation avec ses propres démons. Ce n'était pas simplement une opération de sauvetage, c'était un test ultime, une chance de racheter ses erreurs passées et d'accepter ce qu'il avait longtemps nié, ses sentiments pour cette femme. Mais au-delà de cet enjeu personnel, il y avait une réalité brutale. Il affrontait un ennemi dangereux et imprévisible, prêt à tout pour garder Sophie sous son contrôle. Marc savait que cette mission ne pardonnerait aucune erreur. Lorsqu'il pénétra dans l'entrepôt, le chaos s'ensuivit. Étienne, voyant son plan déjoué, se retourna contre Marc avec une rage démente, transformant ce moment en une lutte acharnée pour la survie. Mais au milieu de cette violence, il y avait quelque chose de profondément symbolique. Marc ne se battait pas seulement pour libérer Sophie. Il se battait pour lui montrer qu'elle comptait, qu'elle était plus qu'un simple fardeau à protéger. Et lorsque la poussière retomba, lorsque le silence revint enfin, Marc trouva Sophie. Ses yeux, emplis de larmes et de soulagement, rencontraient les siens dans un échange silencieux mais puissant. À cet instant, plus aucun mot n'était nécessaire. De retour à Paris, le calme apparent masquait une tempête d'émotions. Sophie, d'abord réticente, commença à s'ouvrir à Marc. Ce qu'il avait découvert à travers ses gestes anonymes pour Juliette, elle le confessa enfin. Chaque don, chaque visite à l'hôpital, chaque sacrifice qu'elle avait fait sans attendre de reconnaissance était une manière pour elle de combler un vide qu'elle n'osait nommer. Et pour Marc, ces révélations furent un tournant. Il comprit que derrière l'arrogance et la froideur de Sophie se cachait une femme vulnérable, animée par un besoin désespéré de connexion et de rédemption. Cette compréhension, bien qu'émouvante, apportait également son lot de questions. Était-il prêt à affronter les complexités de cette femme? Était-elle prête à lui faire confiance? Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Paris, Marc fit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Il confessa ses propres peurs, ses propres échecs. Il lui révéla à quel point elle avait bouleversé sa vie, à quel point elle avait transformé sa perception du devoir et de l'attachement. Et Sophie, pour la première fois, baissa sa garde. Elle admit ses sentiments pour lui, un mélange complexe d'amour, de gratitude et de crainte. Leur échange, bien que fragile, marqua un nouveau départ. Ce n'était pas une conclusion, c'était un début, un pacte tacite pour construire quelque chose de nouveau ensemble, malgré leur passé tourmenté. Quelques semaines plus tard, Marc, encouragé par Juliette, fit une demande qu'il savait audacieuse. Il utilisa l'alliance de sa mère, un souvenir chargé d'émotion, pour demander Sophie en mariage. Ce geste, bien que simple, portait un poids immense. Il signifiait non seulement son engagement envers elle, mais aussi son acceptation des défis que leur union représenterait. Sophie, émue au-delà des mots, accepta avec une sincérité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Ce moment, bien qu'intime, résonna comme une victoire sur leurs propres peurs et sur le monde qui les avait souvent opposés. Mais pour sceller cet engagement, il restait une dernière étape, obtenir la bénédiction de Monsieur Dubois et de sa femme, Anne. Ce fut une rencontre chargée de symbolisme. Antoine, d'abord sceptique, finit par reconnaître en Marc non seulement un homme digne de sa fille, mais aussi quelqu'un qui avait su voir au-delà de ses propres préjugés. Anne, quant à elle, manifesta une joie discrète mais sincère, voyant dans cette union une chance pour Sophie de trouver enfin la paix et le bonheur qu'elle avait toujours cherché. Et lorsque Monsieur Dubois insista pour financer leur mariage, cela marqua non seulement son approbation, mais aussi une reconnaissance implicite de tout ce que Marc avait fait pour leur famille. Le jour du mariage arriva,
baignée dans la lumière dorée du domaine familial à Bordeaux. Sophie, rayonnante dans une robe qui semblait refléter sa transformation intérieure, et Marc, stoïque mais visiblement ému, échangèrent leurs vœux devant leurs proches. Ce moment, bien qu'empli de tradition, portait une signification bien plus profonde pour eux. C'était la preuve que deux âmes, bien que marquées par leurs cicatrices, pouvaient se retrouver et se reconstruire ensemble. Et alors qu'ils s'éloignaient pour leur lune de miel en Polynésie française, une nouvelle page de leur histoire s'ouvrait, promettant des défis, mais aussi des promesses infinies. Et vous, face à leur choix, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu la force de vous battre pour une seconde chance? Ou auriez-vous laissé vos peurs dicter votre destin? Car après tout, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de rédemption, de courage et de foi en ce que l'on peut construire, même à partir des fragments les plus brisés.